3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paré-Sorvitz est avec nous ce soir, le directeur de la recherche de LBP-AM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Zakaria Darwish nous accompagne également, le responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Et Gustavo Orenstein est avec nous également, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. C'est la question que je pose. La Chine relance. Est-ce que la Chine stimule ou est-ce que la Chine simule ? Posé comme ça, elle est pas mal. Donc, non, je la teste. C'est réussi. Effectivement, il y a un vrai stimulus sur l'économie chinoise. Est-ce que ça sera assez pour modifier complètement la direction de l'économie chinoise dans les prochains trimestres ? C'est difficile à dire, mais c'est quelque chose qui est plutôt positif. Et surtout, et je crois que l'effet les plus forts, non pas tant sur l'économie réelle, c'est important évidemment, mais c'est vraiment sur le sentiment de marché, sur les émotions du moment, parce que beaucoup d'investisseurs avaient complètement abandonné cette idée chinoise, avaient été déçus à plusieurs reprises depuis plusieurs mois d'une relance qui ne venait pas, des pas trop prudents du gouvernement chinois. Et donc, ils ont été pris un peu par surprise, un peu à rebours sur ces annonces beaucoup plus fortes. Et donc, ça, évidemment, ça retourne assez violemment le sentiment, et plein de choses, effectivement, dont on ne voulait plus entendre parler, tout d'un coup, redeviennent intéressantes. Donc, c'est d'abord le sentiment, c'est d'abord les marchés, je pense, qui font ce mouvement. Sur l'économie réelle, de toute façon, ça prendra beaucoup de temps, et on verra dans les prochains trimestres si ça a un impact réel et concret. À quelles conditions, effectivement, ce sentiment pourrait être un peu soutenable dans le temps, l'amélioration de ce sentiment de marché vis-à-vis de la Chine, parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut perdurer un peu. Alors je crois déjà qu'il faut voir ça de point de vue global. Ce qui se passe là en Chine, ça s'ajoute à toute une série d'éléments qui, ces dernières semaines, forment une sorte d'anticorps à ce sentiment de ralentissement, ce perte de momentum qu'on ressentait dans l'économie mondiale, même sa croissance relativement forte, l'économie mondiale. Ça reste quand même assez fort, mais on sentait cette dérivée seconde qui commençait à tourner, ce manque de dynamisme, de bonnes nouvelles. Depuis ces dernières semaines, on commence à voir des choses positives. Les baisses de taux, évidemment, premier anticorps. Les baisses des matières premières, alors d'autant plus qu'elles sont liées à l'offre, c'est extrêmement positif pour le pouvoir d'achat, etc. La désinflation, bien sûr, qui se poursuit. Et puis aussi, maintenant, en plus, on a le cas chinois. Tout d'un coup, on se dit, OK, il y a suffisamment d'anticorps pour contrebalancer les choses négatives qui existent, dont on pourra discuter, mais du coup, ça maintient l'équilibre qu'on observe quelque part depuis le début de l'année, un bon équilibre entre les conditions, on va dire, cycliques, la question de la croissance, et puis les conditions financières, les taux d'intérêt. Et ce bon équilibre, c'est ça qui a porté les marchés financiers et qui, selon nous, continuera à les porter dans les prochaines semaines. Les 3 anticorps là, qui permettent au marché de tenir aujourd'hui. Sur la Chine spécifiquement, Sébastien, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie chinoise là, à ce stade, à quelques mois de la fin de l'année, avec un objectif que tout le monde a en tête, qui est celui de 5% de croissance, et en quoi ce package diffère-t-il peut-être des packages qui ont pu être annoncés précédemment ? Comme l'a dit Gustavo, je pense que le premier, ce qu'on retient tous, c'est que le marché est content et que tout le monde a un espoir que tout ça marche. Concernant votre question, il se trouve que non, il n'est pas différent des autres. Et là, il y a peut-être un sentiment de panique parce que c'est vrai que les Chinois, les autorités chinoises, le président pensait que la croissance allait être maintenue à cet objectif de 5%. Et panique, en fait, on voit bien que ce n'est pas le cas et que l'économie est en train de décélérer, la confiance n'est pas là. Donc on commence par ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les taux, ce n'est pas la première fois, sauf que là, on les a baissés un peu plus. Il y a plein de mesures, y compris, on ne l'oublions pas, l'achat d'actions directes. C'est la Banque centrale qui donne presque un peu plus de 70 milliards de dollars pour que les investisseurs institutionnels viennent acheter des actions sur le marché. Et c'est très bien, ça peut générer un peu de confiance. Mais encore une fois, et puis maintenant, il y a la partie budgétaire, en fait, pour l'instant, on ne sait pas. On sait que... Il y a une promesse. Il y a une promesse. C'est là où s'arrête la baisse de l'immobilier. On verra si c'est possible. Partant du début, il y a quand même un choc déflationniste énorme que souffre la Chine. Et ce choc a été induit par le gouvernement. On change de stratégie, plus de bulles, et on a massacré le secteur immobilier qui, jusqu'à un certain moment, représentait 30% du PIB dans la production de valeur dans l'économie chinoise. 30%, une partie de la richesse des ménages. Donc on est dans une situation déflationniste. On a poussé la production, on produit trop.
en Chine, et d'ailleurs ça inonde sur certains secteurs, on le sait, l'automobile, les batteries, etc., le reste du monde. On est dans une situation déflationniste. Donc, ce qu'on sait, et ce qu'on nous a appris à nos dépens, on ne peut pas régler ces choses que en baissant les taux. Il faut agir sur les sources. Donc, c'est vrai, il faut stabiliser le secteur immobilier, prendre les mauvaises créances, le mettre dans un trou pour que ça reparte, créer de la confiance, mais surtout, il faut de la demande. Et la demande, c'est vrai, ce que tout le monde attendait, c'est au niveau de la dépense budgétaire qu'il faut le faire. Est-ce que ces mesures pour les plus pauvres, ces mesures pour aider à nouveau les gens à revenir sur le marché, peut-être il faut de l'argent, plus d'argent de poche. Parce que le marché, il n'a pas attendu. Moi, quand je vois les valeurs du luxe qui bondissent comme ça, je me dis le marché est très confiant sur l'idée que la demande chinoise, en tout cas pour certaines catégories de produits vendus par nos groupes français en l'occurrence, le marché est assez convaincu que la demande chinoise va revenir. Mais parce que le mécanisme, le premier mécanisme, on l'a fait nous quand on est rentré après la crise de 2008, cet effet de richesse qui fonctionne chez certains et chez les Chinois les plus fortunés, ça marche. Donc leurs actions vont monter. D'accord. Peut-être donc il y a un lien quand même assez évident de ce point de vue-là. En tous les cas, le marché, il voit. D'accord. Le voit. Encore une fois, c'est le premier malaise chinois. Il y a plein d'autres malaises chinois. Il y a le malaise chinois sur la compétition dans le reste du monde et sa place dans le reste du monde. Eux, ils regardent le monde différemment que nous, on le sait, et ça va être une bataille pour les décennies à venir, je pense. Et puis, il y a l'autre bataille qui nous concerne aujourd'hui, mais celle du commerce, l'accès au marché. Et ça, c'est pas dit où on va. Donc, structurellement, où va la Chine, on ne sait pas. À court terme, cette relance liée à la finance, plus cette relance budgétaire, on va voir les chiffres, je pense que c'est positif, comme l'a dit Gustavo, pour la conjoncture mondiale, qu'il y ait plus une dose d'anticorps supplémentaire. Voilà, une dose de demande chinoise supplémentaire. On le voit dans les produits et matières premières. Paradoxalement, pas pour l'instant sur le pétrole, alors que la demande chinoise, justement, manque. On va y venir. Mais c'est quelque chose de positif. Zakaria, comment vous regardez la problématique chinoise ? Alors, j'ai regardé un peu l'obligataire chinois, j'avoue que je ne regarde pas ça tous les jours, mais j'ai vu déjà que le taux à 10 ans est à 2%. C'est quand même assez bas. Et qu'il y a quand même un peu de pente sur la courbe, mais j'ai cru comprendre que une partie de la stratégie de la Banque centrale chinoise était d'éviter un aplatissement trop fort de cette courbe. Ils ne veulent pas voir la courbe s'inverser comme nous, on peut le voir ou l'avoir vu, en tout cas, dans nos économies. Il y a l'idée quand même qu'il faut piloter aussi un peu cette courbe de taux en Chine. Oui, tout à fait. En fait, il y a un prisme, comme ça a été souligné, un prisme qui est complètement différent du côté chinois. Et en fait, la Chine, historiquement, par rapport aux investisseurs étrangers sur la partie obligataire, il y a toujours eu en fait cette comparaison d'une part entre le taux américain et le taux chinois. Donc, ça a été favorable pendant un certain temps. Ça a drainé énormément de flux. Plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas d'ailleurs depuis le sujet en fait de la crise immobilière, en fait, où il y a eu une perte de confiance sur l'économie chinoise. Et il y a aussi le sujet du change. Donc, quand on avait une certaine stabilité au fait, du taux de change, eh bien, en fait, il y avait des investissements qui arrivaient. Depuis que à tort ou à raison, en fait, la Chine a été pointée du doigt sur la manipulation du taux de change ou l'influence sur le taux de change, eh bien, en fait, cette confiance a été perdue. Et on voit, c'est là où il y a un point d'inflexion qui est particulièrement important avec les dernières annonces, c'est qu'en fait, ce momentum qui était négatif, qui était quelque part leur ennemi, est devenu leur ami, comme dirait Pauline Gratel. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit qu'avec une série de mesures qui ont été annoncées à très court terme, donc sur la partie taux mortgage, taux immobilier, sur les annonces d'aujourd'hui, et puis cette promesse d'annonce lors du congrès à venir de politique fiscale, des mesures beaucoup plus concrètes, on se dit que finalement, en fait, quand on regarde justement typiquement les flux sur les ETF obligataires et actions d'ailleurs, on voit en fait cette inversion. En fait, on n'a eu que des sorties. Et puis là, depuis sur une période récente, on voit en fait ce changement de point de vue des investisseurs. Il y a eu un point d'inflexion là. Exactement, il y a eu un gain qui est particulièrement important en termes d'intérêt par les investisseurs. Et ça aussi, en fait, ça peut expliquer aussi des hausses qui sont importantes aujourd'hui. Quand on regarde, c'est plutôt fait sur les futurs et dérivés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plutôt une couverture aussi d'un consensus de marché qui était plutôt très négatif, qui était à la sous-pondération de la Chine. Et par rapport à la réaction, si on fait
si on regarde en fait justement donc la bourse chinoise qui monte très fortement dans cet espoir de relance politique et monétaire et fiscale, on voit en fait que l'onde de choc se propage mais se perd en fait. En Europe, on a une hausse qui est très, très élevée. Aux États-Unis, un peu plus faible. Mais il y a une logique économique derrière, c'est que les consommateurs, les Chinois sont les consommateurs de l'Europe. Ah oui. Les Américains sont les consommateurs des Chinois. Ouais. Donc oui, une demande plus élevée et une richesse plus élevée du côté de la Chine, oui, ça a un impact. C'est plus directement bon pour l'Europe que pour les États-Unis. Très clair. Voilà, très clair là-dessus. Est-ce que ça peut, à un moment, à un certain stade, je ne sais pas, faire remonter un peu le risque inflationniste ? J'entends choc déflationniste très puissant en Chine, peut-être structurel, mais je ne sais pas, dans une logique un peu cyclique, c'est toujours la question. Et si la Chine relance, qu'est-ce qui se passe du côté des matières premières ? Aujourd'hui, en fait, là, pour le coup, il faut se replacer dans un contexte plus global. On est plutôt en phase de ralentissement, on va dire. Si on peut oser dire en fin de cycle de l'autre côté du monde, que ce soit en Europe où on a des économies à plusieurs vitesses, mais plutôt globalement un ralentissement. On va déjà pas très vite, donc on ralentit pas très vite non plus, quoi. Voilà. Mais... tombe de moins haut. Oui, c'est ça, alors tombe de moins haut, oui. Et aux US également, il y a ce sujet de l'offre dont on va parler. Sur le pétrole spécifiquement, voilà. Mais il n'y a pas que le pétrole dans les matières premières, quoi. Est-ce que ça peut être, à un moment, dans le sentiment de marché, quelque chose qui revient ? Parce que là, tout le monde est désinflation. Ça, il n'y a plus de sujet là-dessus pour l'instant. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est cette désynchronisation entre plusieurs économies. Ouais. Typiquement, le Brésil a repris sa phase de hausse des taux d'intérêt. Oui. Deux économies qui sont très proches, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande disait... Donc il y a d'autres stabilisateurs, vous dites ? Exactement. Okay. Donc en fait, le fait qu'il y a cette désynchronisation fait que la demande en agrégé, on ne peut pas en fait aujourd'hui avoir une vision beaucoup très claire sur où on va. Ça va dépendre, effectivement, quand ça a été souligné sur la Chine, quel est le paquet fiscal sur lequel on part. Les réponses. Et du coup, ça a un impact... Mais sur cette idée qu'une reprise conjoncturelle de la Chine, telle qu'on l'espère, ou eux l'espèrent en tout cas, est-ce que ça peut raviver un peu cette question inflationniste, je crois Gustavo ? Ça fait partie des scénarios quand même de risque. En fait, il y a toujours le scénario central dont je parlais tout à l'heure, qui est le scénario d'équilibre. Et pour l'instant, on pense qu'il est maintenu. Mais il y avait toujours eu deux scénarios de risque. Le premier, c'est celui du ralentissement et de la récession. Alors ça, on voit bien ce qui va dans ce sens, les chiffres de l'emploi américain qui commencent à faire un peu peur, les PMI européens, etc., enfin, la partie européenne, les questions budgétaires qui vont commencer à nous hanter, évidemment, plus on va s'approcher des élections américaines, on va se poser plein de questions budgétaires. Bon, en France, on se pose aussi des questions budgétaires. L'Allemagne a déjà répondu. Donc il y a quand même toujours ces questions-là. Donc tout ça, c'est ce qui va dans le sens du ralentissement. Et puis, il y a les anticorps dont j'ai parlé. Et puis, de l'autre côté, il y avait un scénario dont la probabilité, effectivement, a baissé, mais dont on parlait beaucoup plus en début d'année, qui était celui, au contraire, d'une résilience de l'économie, avec des risques de résurgence de l'inflation, de persistance de l'inflation, avec des idées du style, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette économie si elle réaccélère, contrairement à ce qu'on imagine ? Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui semble le plus probable. Mais bon, c'est pour ça que c'est un risque et un scénario. Peut-être qu'à partir de un certain montant de baisse de taux, peut-être qu'on recommencera à se dire, tiens, peut-être qu'ils ne sont pas allés trop vite, trop fort, quoi. Mais en fait, la Fed fait du risk management. Donc la Fed, elle connaît ces deux scénarios, ces deux risques. Ouais. Mais bon, c'est ça un peu le elle estime que le risque en valait la chandelle. Donc plus important du côté de l'emploi. Donc on regarde plus. Le risque, évidemment, quand vous faites ça, c'est que vous tournez votre bouclier vers un sens et vous êtes plus fragile de l'autre. Alors, quand on regarde les marchés financiers, les endroits les plus fragiles, les plus sensibles à cette question-là, c'est le marché obligataire. Éventuellement, s'il devait y avoir, imaginons juste à très court terme, imaginons que la semaine prochaine, je crois qu'il y a les chiffres de l'emploi qui vont être publiés aux États-Unis. Si on avait une bonne surprise, ce qui arrive, parce qu'il y a une certaine volatilité dans ces chiffres-là. Bonne surprise, c'est des créations d'emplois significatives. Une baisse du chômage, oui, c'est ça. Non, mais... Bon, bien évidemment, il y a un marché dont l'enthousiasme risque d'être un petit peu heurté. Ouais. Dans cet équilibre-là, encore une fois, et c'est pour ça comme ça que nous avons organisé d'ailleurs nos portefeuilles, c'est quand même plutôt à la fin, sur les marchés actions, qu'il nous semble, qu'on trouve le bénéficiaire de cet équilibre. Le marché obligataire aujourd'hui, son problème, c'est qu'il price déjà, il anticipe déjà beaucoup de choses, beaucoup de baisses de taux. Certes, il n'anticipe pas vraiment une récession,
Mais surtout avec ce qui se passe là avec la Chine, c'est pas le scénario qui, en tout cas, sa probabilité a forcément plutôt diminué qu'augmenté. D'accord. Oui, en fait, le marché obligataire aujourd'hui ne price pas une récession. Non. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très marquant. C'est-à-dire que, en fait, souvent on dit que le marché obligataire, les gérants obligataires sont trop pessimistes. C'est vraiment noir. Voilà. Et là, en fait, quand on regarde le pricing de marché obligataire, les banques qui sont trop reviennent à leur taux neutre. Taux neutre tel qu'on le perçoit aujourd'hui, parce que c'est un gros sujet. À quelques baisses de taux près, quoi. Voilà, effectivement. Exactement. Mais d'accord. Mais il n'y a pas d'excès de ce point de vue. Mais c'est quand même marquant que, en fait, on dise un marché price une récession, mais en fait, on voit les taux. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des taux négatifs. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est sur des taux terminaux en Europe un peu au-dessus d'1,5, aux US autour des 3, 2,75. Ouais. Donc finalement, en fait, on est dans un scénario de soft landing. Et donc, et là, à ce stade, vous dites les marchés, est-ce que signalent les banques centrales, la Fed, notamment avec des outils de projection qui permettent de lire une médiane, on va dire, hein. Mais vous dites les marchés et la Fed, par exemple, ne sont pas si déconnectés que ça sur l'idée de la destination finale, du rythme à laquelle on peut arriver à cette destination finale. Oui, ce qu'on peut avoir, et je pense que c'est ça qui anime les débats en ce moment, typiquement 50 ou 25 qu'on a eu sur la première baisse, c'est comment on ajuste finalement ce pas d'avancement. Ce voyage. Oui, ce voyage. Comment on ajuste le voyage. Le voyage. Mais finalement, en fait, c'est le taux terminal qui va vraiment compter. Ah, c'est-à-dire, est-ce qu'on revient à une politique monétaire qui finalement est neutre globalement sur l'économie parce qu'on pense que c'est job is done et effectivement, on ne veut pas non plus complètement baisser le bouclier sur la partie inflation, ou est-ce qu'on se dit, non, en fait, on va dans le mur. Et quand on voit les projections justement sur le chômage à 4,3% à fin d'année, aujourd'hui, on s'attend à 4,2%. Probablement on arrivera à 4,3. Finalement, ça ne semble pas déconnecté. Le scénario de la Fed sur l'emploi n'est pas si... Enfin, il a été révisé. Oui, bien sûr. Mais les prochains scénarios, enfin, le scénario actuel, avec ce chemin en fait, de baisse des taux, ne sont pas si déconnectés que ça du pricing de marché. Oui, petit point sur l'aspect statistique américaine. Oui, les révisions sur le marché du travail ont été importantes. J'entends beaucoup de critiques par rapport à ça. Bon, il y a ceux qui révisent leurs chiffres à des dates et des périodes données, qui font un exercice de rigueur et de sérieux par rapport à ça. Et puis, il y a pour les autres des statistiques chinoises ou russes qui ne sont jamais révisées et qui ne sont jamais... Non, mais il faut le dire quand même. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'est quand même la garantie du sérieux d'un institut statistique d'être capable de réviser ses chiffres et de le faire à des périodes données et fixées à l'avance. Sur ces sujets, puis je veux bien qu'on parle du pétrole et m'expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement, au moment où la Chine relance, on a une réaction de marché très positive sur plein de classes d'actifs, mais pas sur le pétrole. Je vais faire deux remarques juste avant. Vas-y. Sur la Chine, sur les taux chinois. Il faut dire que dans cette idée de relancer, un des problèmes pour les Chinois, c'est que pour tuer le marché immobilier, les taux mortgage, donc des emprunts immobiliers, sont extrêmement élevé en termes réels, c'est-à-dire qu'on est en déflation. Donc pour les revenus qui ne progressent pas, c'est très cher. Ça doit être autour de 5 ou 6% si vous achetez. Donc c'est très élevé du point de vue réel. Donc, évidemment, avec une inflation zéro. Voilà. Non, négative. Oui, négative, autant pour donc c'est un des sujets. Sur les taux, moi je ne sais pas ce que price le marché parce qu'on ne sait plus. Tous les petits incidents, mécanismes, outils, etc. pour prévoir des récessions, aucun n'a marché sur les 2 dernières années, pas de chance, donc on n'a pas vraiment de boussole. Il n'empêche que ce que prévoit le marché, pendant 5 ou 6 fois, le marché a voulu que la Fed baisse. Là, c'est une nouvelle baisse. Et donc les taux longs, c'est notre avis, aux US, en tous les cas, sont allés un peu trop loin. Et donc, via le débat merveilleux sur le taux neutre, ou la fameuse étoile, hein, le taux, le R étoile, ou vous le mettez comme vous voulez, mais et on a du mal à voir les étoiles, en fait. On a beaucoup de mal. Il avait dit, Powell, on navigue quoi ? On navigue sur un bateau aux étoiles, mais avec un ciel très nuageux. C'est nuageux, on les voit mal, et chacun a son étoile. Et donc, cette convergence, elle va être lente. La Fed, pour diverses raisons, hein, parce que vous arrivez à la réunion de la Fed et chacun donne un chiffre sur le PIB, etc., y compris sur les taux. Et quand on vous demande c'est quoi le taux à long terme, vous donnez un chiffre. Un numéro. Alors, oui, un chiffre qui c'est de la cartomancie. Et vous ne voulez pas vous écarter trop du précédent parce que ça va faire bouger les marchés. Et donc, à long terme, la vue à long terme, elle ne change pas non plus toutes les 6 semaines, quoi, j'espère. Oui, mais c'est... Quand on est banquier central, en tout cas. Mais ça peut changer quand vous venez d'un monde que vous n'avez pas
tout compris. Mais je crois qu'il a été un peu réajusté, le taux long terme, d'ailleurs. Et Jérôme Powell s'interroge explicitement. Et voilà. On pense qu'il est plus élevé. Et la raison, c'est un peu de tout ce qu'on a discuté sur le long terme, tous les besoins budgétaires, les problèmes budgétaires, la transition énergétique, aujourd'hui, les difficultés du monde, de être dans ce monde, la défense. Bon, bref. Donc pour vous, il y aura une déception. Et donc, le marché doit accepter l'idée qu'il sera peut-être déçu à un moment parce que la Fed est capable de délivrer. Non, parce que la Fed va aller vers ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse la Fed va aller sur le taux neutre que moi-même je ne connais pas, mais que je pense est plus haut que de 2,9. Et donc, le marché est déjà même très en dessous de 2,9 pour le taux terminal. Très en dessous. Donc, à un moment donné, ça va corriger. Est-ce que ça aura un très gros impact sur l'économie ? Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, tout le monde est sur l'atterrissage en douceur et le premier d'entre nous, c'est la Fed. La Fed veut l'atterrissage. Donc, et tout ça, c'est le contexte. Je reviens au prix du pétrole. Le prix du pétrole, on a aujourd'hui cette annonce comme quoi l'Arabie Saoudite, ça y est, elle en a marre. On lui prend des parts de marché. Elle capitule. Moi, j'ai coupé de 2 millions de barils. Moi, je pourrais produire 11 millions. Je suis à 9 et quelques. C'est pas possible. Moi, j'arrête. Je me fais enfler, quoi. J'ai accepté que certains d'entre nous à l'OPEP puissent truander. Le premier, c'est l'Irak, mais surtout, c'est les Émirats. C'est les Émirats. Le Kazakhstan, on dit aussi. Mais le gros... ils sont plusieurs, quoi. Visiblement, à ne pas respecter les quotas. Le gros truand, mais pour des raisons de relations, etc., ce sont les Émirats. Et le deuxième truand, c'est la Russie. Il ne faut pas l'oublier. Oui, dans l'OPEP+. Plus Donc, la Russie, là, il en a marre. Évidemment, les Américains, entre-temps... Donc, il y a un problème au sein de l'OPEP+. Déjà, d'accord. Et on a... Et ceux qui en profitent, c'est les Américains. Les Américains en profitent. Alors, il y a eu ces problèmes de réserve stratégique, etc. Bon, bref, au niveau de l'offre, on a toujours, ce qu'on sait, c'est que l'Arabie Saoudite peut piloter un peu ce marché. Il a coupé 2 millions, le prix a monté. Là, le marché spécule qu'ils vont revenir, donc forcément plus d'offres, parce qu'on a un problème de demande. C'est vrai que la demande, elle est beaucoup plus lente, elle progresse. Oui, mais elle progresse toujours. Elle progresse toujours. Oui, elle progresse toujours. On est à 100, l'offre et la demande est à peu près équilibrée. Oui, à quelques millions, 104 millions de barils jour. Donc, on est à peu près équilibré. Il n'empêche que si l'Arabie Saoudite met 1 million, 2 millions, bien sûr, on est en déséquilibre. On est inondé. Le prix doit baisser. Donc, nous, on pense que l'Arabie Saoudite ne le fera pas. Ça va monter. Et d'autant plus, et c'était votre question, est-ce que la Chine change l'équation de la demande mondiale et aide la relance un peu partout pour que le soft landing se fasse? Il y aura plus de demandes de pétrole. Donc l'Arabie Saoudite a tout intérêt à attendre le plan de relance chinois, d'une certaine manière. C'est pas maintenant que la Chine relance qu'il faudrait que l'Arabie Saoudite capitule sur l'idée de refaire monter les prix. Quel que soit le marché, vous pouvez tuer vos adversaires en baissant le prix très bas. Le break-even, c'est-à-dire le niveau de prix du pétrole qui équilibre le budget saoudien, il n'est pas à $70, il est plutôt à 80, 90. Donc, vous pouvez aller à 60, à 50. On va tuer quelques producteurs, mais je pense que personne ne va faire ça, y compris l'Arabie Saoudite. Donc, je pense que si la demande est là, les choses vont repartir, où on aura encore une fois une autre bataille dans le monde sur le prix du pétrole, qui contrôle l'offre de pétrole dans le monde. La guerre des parts de marché. Vous disiez tout à l'heure, Gustavo, si c'est un sujet d'offre, c'est une bonne nouvelle macro. Oui, bien sûr. En fait, quand l'économie ralentit, le prix du pétrole baisse. Alors, c'est une sorte d'anticorps aussi, c'est le fait que le prix du pétrole baisse. C'est un stabilisateur, c'est un stabilisateur, parce que le prix du pétrole baisse précisément parce que la demande baisse. Alors c'est l'équilibre simplement sur un marché. Mais là, c'est différent. Là, c'est plus d'offres. Ça fait partie des chocs d'offres positifs. Donc, c'est net positif pour l'ensemble des consommateurs. Alors, pas spécialement pour les producteurs, évidemment, ou les pays producteurs, mais bon, pour l'Europe, pour une grande partie des États-Unis, pas la partie productrice, évidemment, c'est quelque chose de positif. Mais pour l'Europe, notamment, c'est positif. C'est positif pour les consommateurs. Les questions de pouvoir d'achat, on sait bien que c'est bien quelque chose qu'on aime. C'est quand le prix de l'essence baisse, c'est très visible. Et ça aussi, aux États-Unis, ça va être quelque chose de très positif. Et puis, c'est bon pour les marges, un certain nombre d'entreprises qui vont également en profiter. Donc, ça se rajoute à tout le reste. Après, effectivement, est-ce que ça va vraiment... J'ai pas l'impression qu'on soit revenu en 2014. Je crois que c'est en 2014 qu'il y avait déjà eu ce genre de mouvement. Vraiment, le pétrole, ça avait beaucoup guerre des parts de marché. Oui, bien sûr. Bon, est-ce qu'on revient comme en 2014? Est-ce que c'est du bluff? J'en sais rien. Non. Je ne suis pas dans les petits papiers de l'OPEP. Mais en tout cas, là, instantanément, le message est positif. Et c'est ça vraiment la réponse. C'est vraiment une réponse de sentiment. Je pense que la réalité des choses
On verra dans les prochains. Ouais, c'est ça. D'accord. En attendant, on débloque quelque chose. En plus, sur tout un segment qui était extrêmement... où le sentiment était très négatif, le luxe, les matières premières, bon, la Chine elle-même, évidemment. Donc là, on libère un peu Quand vous dites on libère, ça veut dire animaux, comme techniquement, il y a des phénomènes de rachat de positions vendeuses sur ces actifs-là qui s'étaient accumulés. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Rachat de positions vendeuses, effectivement, d'accord, de gérants sous-pondérés sur le luxe. Ouais, c'est ça, qui sont obligés de remettre un peu. Ok. Et en plus, probablement que le luxe aussi avait été trop loin. Oui. En termes de. Donc ça débloque quelque chose. Ok, c'est très clair. Les marchés financiers suivent plus ou moins le reste du il y a le jeu de l'anticipation des marchés, et comme vous dites, il y aura un moment de confirmation ou d'infirmation de ce qui a été anticipé par le marché de ce point de vue-là. Je vous annonce que le marché va être volatile. On n'a pas fait beaucoup progresser la chose, mais bon. 2014, c'était l'excès d'offres américaines, c'était l'arrivée du gaz de schiste, du pétrole de schiste, et donc, mais c'était pas fait exprès, en fait. Et de fait, l'industrie du pétrole américain, rappelez-vous, a plongé. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qu'ont faire les Saoudiens. Je pense que c'est quand même risqué comme stratégie. Mais le point, j'entends, le point sur se dire qu'on va se priver des quotas de production et de l'idée de faire remonter les prix, alors qu'on a un effet peut-être demande chinoise devant nous demain, j'en sais rien, on verra. La patience. Sachant qu'ils ont quand même déjà enfin, je veux dire, il y a le tissu industriel chinois, il ne faut pas se méprendre. Tourne quand même à plein régime. Enfin, je veux dire, alors il n'y a pas la consommation domestique pour absorber, mais c'est quand même les usines chinoises, elles produisent quoi, de ce point de vue-là. Comme dit Gustavo, donc, est-ce qu'ils pourront produire encore plus demain? J'en sais rien. Mais si le prix du pétrole reste là où il est, voire il baisse davantage, ça, et c'est sûr, ça va être un élément de relance pour nous tous qui sommes des consommateurs de pétrole et d'énergie. Un mot quand même de ce qui se passe en Europe. Partant des marchés obligataires, Zakaria, donc ça n'a échappé à personne désormais. Donc la France, si on prend l'OAT, le benchmark de référence, le rendement de la dette française à 10 ans, donc on était déjà passé au-dessus du Portugal, ça fait déjà quelques temps, je crois. Là, désormais, on est en train de faire jeu égal avec l'Espagne. Je crois que le spread entre la France et l'Italie a dû être divisé par 2 en quelques mois. On doit être à peut-être 60 points de base de spread aujourd'hui, France et Italie. On était beaucoup plus, j'imagine, encore il y a quelques mois. Et puis, la tension entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne restant évidemment le benchmark ultime pour la zone européenne. Qu'est-ce que ça nous dit de l'attitude du marché, là, vis-à-vis de la question budgétaire et fiscale française? Alors, je pense que les mouvements traduisent souvent des choses d'anticipation. Je reviens aussi toujours au sujet de la tendance. C'est-à-dire qu'au final, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la France parce que le spread s'est écarté par rapport à cette moyenne qu'on a connue quelques années. Mais ça ne remet pas du tout en question, en cause, en fait, on va dire l'équilibre ou le niveau de la signature française. On compare, par exemple, par rapport à l'Espagne aujourd'hui. Appelons la France, elle est dans le groupe des AA et l'Espagne, c'est le single A. Je pense que fondamentalement, le marché pose une question sur la tendance, sur quel signal on envoie à long terme sur la soutenabilité de la dette, comment on utilise la dette. Et c'est pas qu'un sujet France, en fait, c'est vraiment un sujet, on va dire, de différents pays. Typiquement, la Grèce, qui aujourd'hui est encore rated à yield, avec un niveau de dette sur PIB qui reste très élevé, en fait, elle vient d'un niveau d'endettement très élevé. Elle marque une trajectoire, en fait, de désendettement qui est très élevée. Ouais. Et du coup, c'est ça, en fait, finalement, auquel le marché est quelque part sensible. Je reviens sur le point de la France, parce que le poids la maturité moyenne de la dette française, c'est de 8 ans. Oui. Et donc, aujourd'hui, s'il y a de la volatilité sur le taux français, ça n'a pas d'impact à court ni à non, il y a de l'inertie avant que les taux actuels de marché se transmettent évidemment au c'est intéressant flux, parce que typiquement, l'exemple italien, quand il y a eu un changement de gouvernement et qu'il y a eu de la pression sur les spreads, pareil, en fait, on avait eu beaucoup d'inquiétudes sur le... Et pareil, en fait, comme on avait une dette moyenne à 5 ans et demi, au final, l'impact... L'épisode a été suffisamment bref pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le coût de la dette pour l'Italie. Mais du coup, ça pose des questions à long terme. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les pays du Sud, type Espagne, type Grèce, type Portugal, ils ont une trajectoire, en fait, de dette, ils ont une trajectoire d'investissement aussi, de productivité. Et quand on compare par différents pays, il y a la France, mais il y a aussi, on a parlé aussi de l'exemple de l'Allemagne, où finalement, en fait, l'appareil productif est à l'arrêt.
Et du coup, à un moment ou à un autre, en fait, l'investisseur va se dire, OK, l'Allemagne, c'est AAA, il y a la rigueur budgétaire, mais est-ce que sur un horizon, l'Allemagne vient s'endetter sur des horizons de temps qui sont très élevés, est-ce que je suis confiant est-ce que je suis rémunéré pour ce risque-là? Et donc, je pense que quelque part, c'est ça la question qu'il pose, c'est une question de tendance de fond. Et c'est là où le marché questionne toujours en fait, les gouvernements pour voir en fait, cet équilibre entre est-ce que j'emprunte fort pour investir, pour créer de la valeur, de la richesse, bien sûr. ou est-ce que je déleverage, en gros, je réduis ma charge de dette parce que je veux retourner à une situation qui est plus équilibrée. Oui, c'est ça. Bon. C'est austérité ou investissement, quoi. C'est un peu le. C'est un équilibre toujours. C'est un équilibre entre ces deux. Un savant deux parties du spectre. Entre ces deux spectres. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, bien sûr. Zachary a dit il n'y a pas de changement de statut, mais quand même, au fur et à mesure, on voit quand même à la fois des pays de la périphérie qui ont fait des efforts importants depuis 10 ans et qui envoient les bénéfices aujourd'hui sur leur signature, avec quand même un upgrade de rating qui est spectaculaire. Vous disiez la Grèce est encore élite, mais ils doivent passer une investment grade, la Grèce, non? Ils sont en split rating, c'est-à-dire qu'il y a deux agences. D'accord, bon. Mais S&P les a mis investment grade, je crois. Donc il y a quand même une agence déjà. Enfin, il y a quand même ce mouvement. Et donc, dans ce mouvement-là, est-ce que la France bouge pas? Est-ce que ça bouge autour? Ou est-ce qu'elle perd un peu quand même de son statut? Alors, de cœur ou de semi-cœur, je ne sais plus où est la France entre les deux, mais... Et après, c'est la périphérie, quoi. Alors, en fait, c'est très complexe en réalité. Parce que moi, ce qui me fascine depuis très longtemps maintenant, que je suis les marchés, c'est dans le fond, pourquoi y a-t-il des différences de taux d'intérêt au sein d'une zone monétaire unique entre les souverains? Évidemment, le cas de la Grèce a tellement impacté qu'effectivement, on a l'impression de prendre plus de risques, mais quand même, dans le fond, c'est quand même assez étonnant. C'est difficile de trouver un modèle très clair. Bon, si on utilisait un modèle, je sais pas, qu'on utilise pour les pays émergents pour essayer de mettre des spreads souverains en Europe, on n'y arriverait pas. C'est très différent. Ce qui se passe en Europe, c'est vraiment très particulier. J'en ai lu des papiers de la BCE, on a fait plein, tous les chercheurs essaient de comprendre. Mais fondamentalement, le spread devrait être nul pour tous les pays, grosso modo. Ce qui a d'ailleurs été une grande partie de l'histoire de la convergence. Et puis... Même avec les imperfections de la zone monétaire actuelle. Alors, parce que si vous me dites, dans un monde idéal, une zone monétaire parfaite, j'entends. Mais on sait que ce n'est pas la réalité immédiate. C'est difficile. C'est-à-dire le risque de faillite de la France, de défaut français, est quand même... Enfin, si c'est ça qui explique le spread, c'est extrêmement difficile de le donner un prix. Pour moi, c'est très très proche de zéro, ou zéro même probablement. Enfin, c'est vraiment... Mais il y a une vie de ce spread dans la tête des investisseurs, chez les investisseurs étrangers peut-être, qui crée un peu... Mais c'est très difficile de lui donner des justifications très précises, de trouver des métriques, de vous dire s'il se passe ceci, alors les taux vont faire cela. J'en sais rien, il suffit juste que les gens pensent autre chose. C'est un équilibre multiple total. D'ailleurs, ce qui s'est passé, le fameux whatever it takes de Draghi le montre, c'est un équilibre multiple total. Du moment qu'on pense qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Et donc, c'est fascinant. Honnêtement, parmi toutes les j'entends. Et il y en a une est vraiment fascinante. Et ça reste un cas d'école historique. Comment expliquer les spreads intra-européens alors qu'on a une seule banque centrale, une seule monnaie? C'est fascinant. Il y a une explication qui nous a été donnée par la BCE un jour. Quelqu'un a décidé, pression des Allemands, etc., que en fait, la BCE pouvait avoir un traitement différent des dettes au sein d'une union monétaire. Et à partir de là, ça a quand même posé problème. C'est-à-dire que quand on dit que je ne peux pas accepter comme collatéral n'importe qui ne fait pas tel effort, je change le statut dans, comme dit Gustavo, ce qui ne devrait pas arriver. C'est-à-dire qu'il y a toujours le prêteur en dernier ressort, qui est la Banque centrale, qui devrait annuler tout spread. Toutes les dettes au sein de la zone euro valent la même chose. Quel que soit le rating du pays, quoi. Oui, et en tous les cas, ce qui est sûr, votre question... Le statut de la France est en train de changer. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas que ça change. Malgré la surprise, on devrait être tous théoriquement à des spreads zéro vis-à-vis de l'Allemagne. Mais il se trouve qu'il y a quelques papiers dans le monde et personne n'arrive à l'expliquer parce que les Américains ont 7% de déficit public, voire davantage. Et leur trajectoire, elle est beaucoup plus mauvaise que la nôtre. Il n'empêche
que eux, leur taux, c'est pas le sujet. Le marché est très content, voire les taux ont beaucoup baissé. Nous, on souffre aujourd'hui. Mais notre statut a baissé. Et il va falloir que notre nouveau gouvernement trouve une stratégie de sortie pour rassurer. Comment on parle aux créanciers de la France, là ? Parce qu'on sait bien qu'on va pas faire 100 milliards d'économies, là, sur les 5 ans qui viennent. Comment on parle aux créanciers de la France ? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un sujet de communication, même. Et donc, il y a ceux qui disent, on s'en fout. Et donc, ça, on sait que ça ne va pas marcher. Et il y a ceux c'est quoi, 50% de la dette française détenue par des non-résidents ? Alors ça, c'est l'autre sujet. Non, mais donc, pour ceux qui disent, on s'en fout, quoi. Voilà. On parle à 50%. Notre dette et celle des Allemands est détenue par les étrangers, en tous les cas en grande partie, par rapport à tous les autres. Oui, plus que pour les autres pays européens. Non, mais beaucoup plus. Beaucoup plus. Et les Italiens, maintenant, ils ont à nouveau le soutien, d'ailleurs, de leurs propres citoyens qui détiennent une partie de la dette. Ils ont eu des belles émissions. Non, il faut communiquer, il faut qu'on fasse des efforts. Le problème de la France, c'est pas tellement parce que la dette est élevée, mais elle est gérable. Je pense que, évidemment, on peut demander encore plus d'efforts aux Français, de payer plus d'impôts, mais c'est sa soutenabilité. On a un problème, on ne sait plus, et là, on voit bien l'impasse. On ne sait pas où aller chercher l'argent. On ne sait pas, on coupe la dépense, on monte encore les impôts. Il n'y a pas de stratégie, de consensus stratégique. Comment on le trouve ? Vous allez avoir une semaine bien remplie, Grégoire, parce que là, moi, va être compliqué, moi non, compliqué de commenter de comment on fait. Comment on fait ? Et c'est un vrai sujet, et ça va intéresser beaucoup de gens. Ça va intéresser beaucoup de gens, et notamment les investisseurs. Pas que en tous les cas, pour nous, on continue à jouer. On pense qu'il y a des choses à faire sur l'obligataire. Nous, on est très exposés. Alors, sur un mot là-dessus, sur la stratégie, rapidement. Nous, même sur les taux, il y a non seulement la direction, hein, évidemment. Nous, on ne pense pas que les taux vont continuer à baisser. Au contraire, on pense qu'il va y avoir un petit d'appel. Ouais. Mais ils ont beaucoup baissé. Mais sur la courbe, nous, on pense qu'elle peut continuer à se redresser, la courbe, et donc on joue là-dessus. Nous, on est très actifs là-dessus, et sur le crédit, on pense qu'il y a encore des choses à faire. Il faut être beaucoup plus intelligent aujourd'hui, en tous les cas, ou pour certains, avoir plus de chances pour aller collecter là où on met dans ses portefeuilles des valeurs qui sont intéressantes, même si les spreads sont extrêmement serrés. Stratégie sur les marchés taux, crédit, là, effectivement, dans cette phase quand même de baisse de taux qui arrive, pour dire ouais, alors sur la partie purement taux, c'est la partie courte qui est intéressante parce que, au fait, on est rentré dans un cycle de baisse des taux et le pricing est parfait pour un soft landing. Et en gros, en fait... Mais ça reste intéressant d'être sur le court, là, aujourd'hui. Oui, clairement. D'accord. Et justement, avec une couverture sur la partie longue. Parce qu'en fait, les deux gros sujets qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que l'économie ralentit plus que les signes avant-coureurs que l'on a, ou un peu plus qu'avant-coureur que ce qu'on voit en Europe, et auquel cas, le taux à quel doit atterrir... Il y a de la valeur encore ? Oui, donc c'est pas le taux neutre où il faut atterrir mais en accommodation. Ok. Et la deuxième chose, c'est le sujet global de la soutenabilité de la dette. Et là, sur la partie longue, on devrait avoir une repentification de la courbe qui est plus élevée. Okay. Sur la partie crédit, à proprement parler, les spreads de crédit sont beaucoup resserrés. Et là, pareil, ça price un choc modéré, on va dire. Il y a un coussin sur certains segments plutôt que sur d'autres. Typiquement, l'immobilier, aujourd'hui, le coussin est bien... reconstitué. C'est un matelas, on va dire. Non, il est encore large. Il est encore large. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les investisseurs, avec ce mindset, avec cette idée comme quoi on rentre dans la phase de baisse des taux, on voit une activité sur le marché d'émissions qui est énorme. Énorme. Et donc, en fait... Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est qu'en gros, on a du déploiement du cash qui était sur les taux monétaires. Et maintenant qu'on se rend compte que les taux monétaires ils commencent à baisser, ça ne va pas rester de façon éternelle là-dessus, eh bien, il y a ce déploiement sur le crédit. Et ça a cette vertu positive de refinancer les échéances les plus courtes. Et du coup, on se retrouve avec des émetteurs qui, certes, s'il y a un ralentissement économique, vont se retrouver dans une situation plus compliqué d'un point de vue financier, mais ils n'ont pas besoin de refinancer à court terme. Et c'est ces émetteurs-là, effectivement, c'est là où il faut aller travailler ce segment-là, où il y a encore beaucoup d'investissements à faire. Gustavo, pour conclure avec vous, je veux bien dire un mot sur la partie action notamment, parce que vous dites c'est là où le risk-reward vous paraît le plus intéressant dans une gestion globale. Là. Oui, aujourd'hui, effectivement, on va dire dans une gestion où il y a diversifié, où il y aurait des actions et des taux.
on serait effectivement plutôt surpondéré sur les actions. On pense que c'est une classe d'actifs au niveau international où il y a beaucoup encore de valeurs. Évidemment, il y a des différences et il faut aller regarder les thèmes. Vous savez que nous, on fait des thèmes plutôt macro sur cette partie action, mais il y a des thèmes qui continuent à être intéressants sur l'investissement des entreprises, toujours des entreprises de qualité, des financières toujours en Europe, également au Japon, qui nous semblent intéressantes. Également sur la partie industrielle aussi, qui a beaucoup souffert. Alors, évidemment, ça a été accéléré par l'histoire chinoise, donc ça reste que des thèmes qui nous intéressent. Et sur la partie obligataire, on reste absent de la duration. Je comprends évidemment, et j'entends souvent de dire, on discute avec les gérants, de dire, mais non, mais Gustavo, tu comprends, les obligations, c'est face, tu gagnes, et pile, tu perds pas. Et je dis, oui, mais c'est pas évident non plus. Les taux longs price beaucoup, sont relativement chers. Ouais. Et je ne suis pas si pessimiste que ça sur cet ensemble-là. Il y a un bon équilibre entre croissance et taux aujourd'hui, et c'est plutôt favorable aux actions, quelque part, qu'au taux long. Sur la partie taux court, c'est un peu différent, parce que dans le fond, faire du monétaire ou faire du... je ne sais pas jusqu'où ça va, les taux courts, mais... Taux court, c'est 2 ans. Voilà, sur du 2 ans. Bon, ça, le 2 ans aussi, price beaucoup de choses. Bon, il y a une certaine équivalence, plus ou moins, à l'horizon visible, entre les deux. Peut-être un peu, effectivement, de quelques surprises de baisse de taux. Mais c'est vrai que c'est pas évident de surprendre à ce stade les anticipations. Mais le marché action, lui, nous semble avoir plus de valeur. Et notamment l'Europe, évidemment, qui a beaucoup souffert. Je retiens les doses d'anticorps, voilà, là, qui sont en train d'arriver en ce moment. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Gustavo Orenstein, Dorval Asset Management, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Sébastien Paris-Sorvitz, LBP AM.